Donc c'est avec ce spectacle que nous sommes arrivés en France. Et, et c'était vraiment l'aventure. Nous sommes arrivés en France en 68, en pleine grève générale. Euh, les, les étudiants étaient en grève à la Sorbonne. Euh, C'était la grève générale, tout était bloqué. Il n'y avait pas d'essence dans les stations. Les voitures ne circulaient pas. Euh, et ce qui a fait que, avec la voiture que nous avions achetée en arrivant pour pouvoir nous déplacer, euh, nous avons voulu faire une photo du groupe pour la pochette de notre premier disque. Nous nous sommes installés place de la Concorde et nous avons pu prendre cette photo. Et sur la place de la Concorde, en plein midi, nous étions la seule voiture. Il n'y avait aucune voiture autour de nous. Et tant que les gens voyaient cette photo, ils disaient « Ah, mais c'est un montage !» Je dis « Non, non, c'est pas un montage, c'est comme ça. » Ce jour-là, nous étions la seule voiture sur la place de la Concorde, en plein Paris. Et nous avons commencé une tournée dans les salles paroissiales, dans les petites salles de village, dans tout un itinéraire où nous étions accueillis par des membres de ma famille, à droite, à gauche, et nous avons passé tout l'été à chanter et à transporter notre spectacle de village en village, principalement dans l'ouest de la France. Et le problème, c'est que après cette tournée qui avait bien réussi, donc le spectacle avait été bien accueilli partout, nous sommes rentrés à Paris et les éconnoirs ne voulaient plus rentrer au Congo. Et donc je me suis trouvé coincé en France avec ce groupe de jeunes Congolais qui voulaient chanter, et la tournée des salles paroissiales, ça ne leur suffisait pas, et ils voulaient se confronter avec le milieu artistique, avec le milieu musical. Et donc il fallait rentrer dans le business. Waouh! Et pour moi, c'était évidemment une aventure parce que je n'étais pas du tout préparé à être le manager d'un groupe de musiciens africains en France, et je n'étais pas prêt à faire ce métier. Mais bon, voilà, on était là, il fallait bouger, et nous avons commencé à faire des rencontres. Les deux premières rencontres que nous avons faites, c'est Francis Bébé. Francis Bébé qui a écouté notre premier 45 tours et qui a été très intéressé par une chanson que nous avions appelée le Kyrie païen. Une chanson qui avait été composée par Sambango, qui était le leader musical du groupe, et c'est une belle chanson. Donc ça chantait le Kyrie comme à la messe, mais avec des paroles qui en fait étaient des paroles de la tradition païenne, et c'est pourquoi j'avais appelé ce chant le Kyrie païen. Et Francis Bébé, qui était en train d'écrire un livre de musicologie sur les musiques traditionnelles africaines, a consacré une page de son livre au Kyrie païen, chanté, composé et chanté par les éconois. Et c'était un chant, donc c'était un morceau complètement vocal,
et, et c'était très beau. Et celui qui l'avait composé était lui-même étonné de, de ce qu'il avait fait. Euh, il écoutait sans cesse ce chant, il repassait le disque, il l'écoutait, il l'étudiait, comme si ce chant qu'il avait lui-même fait devait lui apprendre des choses sur la musique, sur le chant, sur la composition. Le Kyrie païen. L'autre rencontre que nous avons faite, c'était un manager sénégalais, Georges Crespin, qui organisait des spectacles, organisait des tournées pour les artistes, et qui a écouté le groupe, a trouvé le groupe intéressant, et nous a proposé de nous aider à trouver du travail. Il a même pu nous permettre de participer à des émissions de télévision qui commençaient à se faire à cette époque, avec Manu Dibango, avec les Claudettes, avec Légitimus, avec un certain nombre d'artistes africains qui étaient invités à se produire à la télévision française. C'était un peu un début, un début de choses qui ont pris une très grande ampleur par la suite. Donc on avait en quelque sorte le pied à l'étrier et moi j'étais coincé en Europe, ce qui ne plaisait pas beaucoup à mes supérieurs ni à ma famille, je dois dire, mais j'avais amené ces jeunes en France et j'étais bien obligé de les accompagner jusqu'au jour où ils n'auraient plus eu besoin de moi. Alors nous avons fait connaissance avec un manager qui était moins introduit que Georges Crespin, Franck Thomas, qui lui était un apprenti manager, mais qui était très intéressé par notre spectacle, qui est très séduit par le style, par la musique et par la mise en scène. Et il voyait qu'il avait là en face de lui quelque chose de très original et de très et de culturellement très situé. Donc il s'est intéressé à ça et il nous a proposé de nous chercher du travail et d'essayer de nous lancer dans le show business de l'époque, de nous introduire dans une maison de disques pour faire de nouveaux enregistrements et de voir si nous pouvions faire les premières parties de spectacles très professionnels et qui étaient susceptibles de nous accueillir. Et c'est à travers lui que nous avons rencontré Mick Michel et que nous avons fait des télévisions avec elle et que nous avons fait la première partie de son spectacle dans un certain nombre de tournées en France, au nord de l'Europe et plus tard au Canada. Mais un problème s'est posé à partir de ces tournées-là. Franck Thomas voulait que
les Échos Noirs restent un groupe vocal et que nous contentions de faire du plein chant. Et en réalité, nous nous étions formés à cela. Parce que, à partir du moment où nous faisions des tournées, où le groupe répétait, chantait sans cesse, je me suis inquiété parce que les Échos Noirs n'avaient pas reçu de formation. Et donc ils chantaient d'une manière spontanée, et ils chantaient sur la gorge, et ils chantaient sans technique. Et Franck Thomas nous a mis en contact avec une chanteuse de l'opéra et qui nous a accueillis et qui leur a donné une formation, qui leur a appris à chanter en s'appuyant sur leur corps. Elle leur a montré comment des pieds à la tête, leur corps était un outil de résonance et qui permettait d'accueillir et de sélectionner les graves, les aigus et les couleurs médianes qui se situent au niveau du thorax, au niveau de la poitrine. Et ils ont appris à chanter. Parce qu'avant, ils chantaient bien, c'était joli, mais ils ne savaient pas chanter. Et le risque était qu'ils aient une mauvaise grippe, qu'ils aient des accidents de santé, que quelque chose se passe mal, et que leur voix disparaisse, et que la carrière s'arrête là. Donc ils avaient appris à chanter. Alors en devenant davantage professionnel, il y a un débat qui s'est instauré dans le groupe des Échos Noirs. Ceux qui voulaient rester un groupe vocal et ceux qui voulaient acquérir des instruments, y compris des guitares électriques, y compris une batterie pour intégrer des rythmes plus modernes à leur composition. Et voilà. Franck Thomas n'était pas très favorable à cette évolution. Il aurait voulu laisser que les Échos Noirs continuent à être un groupe vocal. Il nous avait fait rencontrer une grande vedette américaine, Victor Opio, et il avait donc pris conseil. Et ses conseils lui conseillaient de conduire le groupe à rester un groupe vocal. Bon, finalement, c'est le choix des instruments électriques et de la batterie qui a prévalu. Et les Échos Noirs sont petit à petit devenus Mbamina.